Bonjour Sophie, Clara, Laura. Merci de nous rejoindre pour cet entretien consacré à votre participation à cette marche pour Gaza qui s'est déroulée ou qui aurait dû se dérouler du 14 au 16 juin en Égypte, avec d'autres milliers de participants venus de quelques 80 pays du monde et rassemblés dans l'espoir de marcher jusqu'à la frontière avec Israël, jusqu'à la frontière de Rafah. Malheureusement, cette marche pour Gaza, qui était organisée pour dénoncer le blocus humanitaire et le génocide palestinien opéré par les Israéliens en cours, et réclamer un passage d'aide humanitaire a fait long feu. Mais apparemment, tout n'est pas dramatique, loin de là. J'aimerais avoir le plaisir d'entendre. Alors, Sophie, peut-être on va commencer par Sophie, que je connais de longue date, qui est une ancienne collègue du Comité international de la Croix-Rouge. Sophie a travaillé pendant 30 ans au CICR comme déléguée humanitaire, chef de sous-délégation, comme adjointe de direction, comme coordinatrice aussi en protection, donc avec une expérience impressionnante sur le terrain de l'humanitaire. Alors je vais commencer par toi, ma chère Sophie. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan et l'envie de participer à cette marche? Merci Isabelle, bonjour à toutes. Pour moi, c'était dans la logique directe de mon travail humanitaire sur le terrain, c'est-à-dire qu'on défendait non seulement le droit humanitaire, mais aussi des valeurs, c'est-à-dire l'humanité, la dignité humaine. Et finalement, tous les délégués du CICR sur le terrain se battent pour ça, se battent pour défendre des règles de base d'humanité, de dignité humaine. Et quand j'ai vu ce qui se passait à Gaza, d'abord, je me suis sentie très impuissante. J'ai signé de nombreuses pétitions. Et puis, vu la gravité des faits, je me suis dit qu'il fallait agir, faire un acte, parce que si on accepte ce qui est en train de se jouer à Gaza, ça veut dire qu'on accepte la fin de toutes ces règles qu'on a érigées après, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, suite à la Shoah, pour protéger les populations contre la folie et l'horreur des conflits. Pour moi, c'était tout à fait dans la logique de mon engagement humanitaire et je pense que en fait, toutes les consciences du monde doivent se réveiller parce que ça veut dire des guerres sans limite. Ça veut dire qu'on accepte une guerre sans limite dans un État qui se prétend démocratique, avec la complicité des États-Unis, des pays européens et des peuples arabes, des gouvernements arabes. Donc là, c'est aux citoyens de se lever et d'agir et de dire non, puisque les politiques ne le font pas, c'est à nous de le faire. Et je pense que c'est ça la raison. Magnifique. J'en profite pour montrer aussi une petite attention que j'ai depuis plusieurs jours pour le peuple palestinien que j'ai côtoyé dans les années 90 en tant que journaliste. J'ai été à Gaza et j'ai effectivement rencontré un peuple admirable, très inspirant dans sa résilience et sa générosité. Fin de petite parenthèse. Avant de poursuivre avec toi, ma chère Sophie, désolée, ton image est très instable, mais le son est bon, donc nous t'entendons. J'aimerais maintenant donner la parole à Laura qui souhaite rester anonyme et à qui je vais poser la même question. Laura, tu es jeune, tu me diras ton âge, un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'occupe au niveau de tes activités et pourquoi tu as fait le choix de participer à cette marche. Donc, bonjour, je m'appelle Laure. J'ai 26 ans
et j'ai récemment fini mes études en relations internationales. Moi, je pense que ce qui m'a motivée, c'est des raisons similaires à celles de Sophie. Une grande colère, je pense aussi, face à l'inaction de l'Occident et sa complicité. Donc ça, c'est vraiment un moteur qui a été très fort pour moi. Et de voir cet appel à une solidarité internationale, j'ai trouvé aussi que c'était un geste magnifique et porteur de beaucoup de sens et de symbolique. On en parlera après, mais je pense qu'on était beaucoup à savoir qu'on n'arriverait jamais jusqu'à Rafah. C'était même pas tant que ça au final l'idée, mais peut-être juste de se rassembler et de montrer que en fait, les peuples ont entendu cet appel, même si nos gouvernements pas. Nous, en tant que peuple, on est là et preuve en est qu'au final, c'est vraiment mais des dizaines de pays, 400, il me semble, peut-être un peu plus, qui ont répondu à cet appel. Donc, et c'est ça, c'est qu'il y avait aussi une forme d'impuissance en restant en Suisse, à toujours faire la même chose. J'ai fait toutes les manifs Palestine. Et en fait, c'était usant et c'est fatigant. Et, euh, et dans ma conception aussi, euh, chaque génération euh, doit d'une certaine manière rendre des comptes à la suivante. Et moi, je trouve que c'est aussi fort de participer à ça dans le sens où bah, on essaye tout ce qu'on peut et je pense que ça, ouais, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui fait, Laura, que cet engagement, cette action te touche plus qu'une autre? Tu as dit tout à l'heure que tu as participé à toutes les manifestations pro-palestiniennes en Suisse. En quoi est-ce que tu te sens touché par ce peuple en particulier? Bah déjà, enfin, en fait, l'histoire de la Palestine, bah, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est une histoire qui a commencé bien avant le génocide et dont on parle, mais pas tant que ça. Et je pense que ça montre aussi, ça cristallise tellement d'enjeux, que ça soit la colonisation, que ça soit une forme, qu'il y ait l'islamophobie aussi. Enfin, en fait, ça cristallise beaucoup d'enjeux. Euh, et ça représente, en fait, je pense, un carrefour de lutte euh, mondiale, internationale. Et moi, je pense que lutter pour la Palestine, c'est lutter pour la libération aussi de tous les opprimés Tous les peuples et, opprimés. et ouais, exactement, et de toutes les formes de domination. Pour moi, c'est un carrefour de lutte, je pense. Très bien, merci, joliment exprimé. La connexion n'est pas terrible, mais Laura, mais on espère que ça va le faire pour les prochaines interventions. Alors, je vais venir à présent à Clara. Toi aussi, c'est pourtant vous êtes en Suisse, hein, je ne comprends pas pourquoi la connexion est si mauvaise. Clara, je te salue. Tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi? Ah, mais j'ai l'impression que... Est-ce que tu nous entends, Clara? Oui, oui, je vous entends. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous dire donc ton âge et qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui dans l'existence et pourquoi tu as décidé de t'engager pour la marche pour Gaza? Je m'appelle Clara, j'ai 27 ans, je suis journaliste. Je crois que j'avais envie de voir comment découvrir ce qui allait se passer pendant cette marche, que ce soit pour moi ou pour un média, et aussi de voir comment est-ce qu'elle allait être couverte par d'autres. C'était vraiment pour regarder comment je pouvais documenter la marche, conduire des interviews, parler avec les gens, comprendre pourquoi les gens étaient là, documenter. D'accord, très bien, parfait, merci. Alors je vais revenir à Sophie. Comment est-ce que toi, Sophie, avec toute ton expérience d'humanitaire, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu veux bien me raconter ton récit? Alors, bon, il faut dire que
d'abord, c'était complexe en termes d'organisation, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il y avait des comités pour chaque pays. Nous, on faisait partie du comité suisse. Donc, je pense que c'était pas évident déjà de coordonner entre tout le monde, tous les comités, parce qu'il y avait quand même apparemment 4000 personnes qui sont venues. On a très vite compris que la stratégie, c'était, en tout cas de la part du gouvernement égyptien, c'était de ne pas nous laisser nous réunir tous ensemble. Donc, il y a eu une sorte de fragmentation, en quelque sorte, de la marche. Les gens étaient éparpillés, certains ont été refoulés à l'aéroport, d'autres. Donc, c'était complexe, j'ai envie de dire, en termes d'organisation. En fait, la première étape, c'était, je pense, de réunir tout le monde à Ismailia, c'est-à-dire de réunir tous les participants à la marche. Et on devait y aller par nos propres moyens, justement, pour éviter Attirer un l'attention. blocage immédiat. Voilà. Donc, on est tous arrivés un peu dans des taxis, on est tous arrivés par des voies privées pour, mais il n'empêche que, bon, bah, et forcément, les Égyptiens n'étaient pas dupes. Donc, déjà, on était sur l'autoroute et comme des péages, mais qui sont aussi des points de contrôle. Donc, il y a déjà une partie des gens qui ont été bloqués au premier péage. D'autres, je pense, quelques-uns qui sont quand même arrivés à Ismailia, mais du coup, et puis nous, on a été bloqués au deuxième péage. Et du coup, ben, à partir de là, on a reçu l'information, parce que jusque-là, la position égyptienne n'était pas tout à fait claire. Ils disaient pas oui, ils disaient pas non, enfin, il y avait comme une ambiguïté, mais bon, c'est là qu'on a pris nos passeports, qu'on nous a enregistrés, etc. Et là, on a reçu l'information du coordinateur suisse que la marche n'était pas autorisée. Donc, c'est là on a compris, en tout cas, moi, même si comme disait Laura, on savait tous qu'il n'y avait aucune garantie de pouvoir arriver vraiment aux portes de Gaza, ce qui aurait été symboliquement fort parce qu'on aurait été juste de l'autre côté de la frontière, mais on savait qu'il y avait des chances que le gouvernement égyptien ne nous laisserait pas passer. Donc à partir de là, ben, il n'y a plus aucune possibilité d'aller en avant. Et, et bon, bah, on a reçu l'information de la police qui nous ont dit de nous retirer. Ils m'ont envoyé des bus. Et bon, bah, moi, personnellement, j'ai compris que ça servait à rien d'insister. Et puis, on avait quand même signé une charte de non-violence, qu'on n'allait pas confronter les autorités. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis retirée avec un groupe. Et puis, d'autres, ont voulu rester quand même. Et puis, bon, bah là, malheureusement, il y a eu des excès dans la manière dont on a délogé les gens. Mais je dois quand même dire qu'il y avait quelqu'un de la police égyptienne qui nous a bien expliqué, qui nous a bien expliqué qu'il ne voulait pas recourir à la force, qu'il avait des ordres, qu'il nous demandait de partir en paix, mais que si ça dégénérait, bref. Donc voilà, il y avait un risque, on va dire, assumé si on restait quand même. On savait que ça allait pas bien, très bien se passer. Ça, c'était... Ah voilà, je vois Clara Question, qui a changé d'endroit. une petite question, Sophie. Donc, Pardon, excuse-moi oui, de t'interrompre. Quelle était l'attitude ou le comportement de ceux qui ont décidé de rester malgré tout, bien qu'ils avaient reçu des recommandations de se retirer et puis de repartir? Quelles ont été leur attitude? Est-ce qu'elle était agressive? Est-ce qu'elle était simplement non, 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 c'était un sit-in. limitée? C'était un C'est un sitting, sit-in. d'accord. Donc pas d'agressivité de C'était... la part des manifestants. Non, non, il n'y avait pas d'agressivité des manifestants. Et je dois dire que tout au long de ce long sit-in, puisque le temps qu'ils confisquent nos passeports, qu'ils révisent nos identités, ça a duré au moins 8 9 heures, il n'y avait pas non plus d'agressivité de la police. D'accord. Donc tout ça était assez bon enfant. Mais évidemment, la nuit tombée, ils n'allaient pas nous laisser camper là. Donc c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter.
c'est-à-dire que un délogement violent a commencé, et c'était même pas la police, ils ont utilisé des hommes habillés tout en blanc. On nous a dit que c'était des Bédouins, mais des amis égyptiens qu'on a vus par la suite nous ont dit que c'était pas des Bédouins finalement, c'est des gens qui sont payés, c'est des sortes de milices, Christian, et ouais. eux sont arrivés avec des bouteilles d'eau, des, des cordes et des crochets. Et là, effectivement, il y a eu de la violence. Ça, c'est vrai, il y a eu de la violence. Ah, les bouteilles d'eau, donc pour les jeter sur les participants, avec Voilà. les Ouais, cordes, ouais. pourquoi faire les cordes et les crochets? Les cordes, parce qu'il y a des crochets au bout et puis qui fouettaient les gens de cette Ah, manière. bon. Ah, oh, ah, oh. Ouais, pas Oui, grave. c'était pas les gaz lacrymogènes, hein, c'est des techniques ancestrales, on va dire. Je devrais pas rigoler, excuse-moi, mais ouais, c'est tellement surprenant que ça doit être nerveux. Merci. Juste avant que tu ailles plus loin, Sophie, est-ce qu'on donnerait la parole à Laura? Comment ça s'est Bien passé sûr, bien pour sûr. toi, les premiers pas, c'est le cas de le dire, de cette expérience pour toi? Alors moi je dois dire que alors donc nous enfin on était une grosse équipe à partir le 12 puisque la marche commençait officiellement le 13 et à partir du 10-11 juin on a commencé à recevoir des messages sur les canaux Telegram, Signal parce qu'il y avait plusieurs groupes différents pour la marche comme quoi les autorités égyptiennes arrêtaient les gens à la douane et ou dans les hôtels. Donc moi, j'avoue qu'avant même de partir, il y a déjà un climat un peu anxiogène qui a commencé à se créer puisqu'on recevait des consignes dernière minute en nous disant en fait enlevez tout le matériel de camping de vos sacs, enlevez les kéfiers, enlevez les drapeaux. Euh, donc avant ça, il n'y avait pas de panique. C'est vrai qu'à partir du 10-11, j'ai commencé à me rendre compte que ça serait plus compliqué que prévu parce que je me doutais bien qu'on allait nous bloquer. Ça, il n'y avait jamais eu de doute là-dessus pour moi en tout cas. Mais je pensais pas que ça allait être si tôt dans le processus. Donc, le fait de voir qu'ils arrêtaient les gens à l'aéroport, c'était quand même, je trouvais que c'était déjà un niveau que j'avais pas, qu'en tout cas moi j'avais pas conscientisé qu'il pouvait arriver. Au final, personnellement, j'ai eu aucun problème à l'aéroport. On m'a même pas posé une question, c'est à peine si on m'a regardé. Mais c'est pas le cas de tout le monde et ça, il y a beaucoup de gens qui pourront peut-être le témoigner. Mais donc ça fait qu'en arrivant déjà, l'ambiance est un peu tendue, anxiogène. On sait qu'il y a des contrôles dans les rues, qu'il y a des descentes dans les hôtels. Moi, en tout cas, je pouvais pas m'empêcher d'avoir une petite voix derrière la tête parce que, évidemment, il y a des flics partout au Caire, et ça n'avait rien à voir avec notre présence à nous. Ils sont tout le temps là. Mais donc, ça fait qu'il y a un côté aussi un peu intimidant. C'est plus en lisant les groupes Signaux et Telegram, peut-être qu'on pourra en parler après, mais ces canaux-là de communication ont beaucoup, je pense, augmenté l'anxiété chez les gens. Peut-être pas toujours dans le bon sens non plus. Je pense que ça a beaucoup participé à un climat tendu. Parce qu'en fait, à force de voir des messages de gens qui disent qu'ils se sont fait arrêter, qui se sont fait renvoyer, bah forcément, on prend peur. Donc déjà, l'arrivée était pas sereine. Et, euh, et après, c'est sûr qu'au checkpoint, bah, moi, je tiens quand même à souligner que au checkpoint où je me suis fait arrêter, qui était le deuxième, celui où il y avait le plus de gens, c'est-à-dire environ 1000 personnes, euh, avant qu'il y ait ce délogement brutal et violent, il- les gens scandaient des slogans. Il y avait quand même une ambiance bienveillante et solidaire, puisqu'il y a des gens qui allaient acheter des bouteilles d'eau pour tout le monde, qui partageaient leur nourriture, qui aidaient, parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a quand même des gens, pas beaucoup, c'est pas vrai, j'ai vu une personne, mettons, mais qui sont affectés par la chaleur, parce qu'il faisait 38 degrés, il n'y avait pas beaucoup d'espace d'ombre. Donc il y a quand même en tout cas, j'ai vu la solidarité chez les gens qui étaient là. Et, euh, et donc ça, c'était quand même il y a eu beaucoup de mixed feelings pendant ces quelques jours au Caire, mais il y en a eu des positifs
et la solidarité entre les gens, la bienveillance, ça en faisait partie. Merci Laurent, je reviendrai vers toi évidemment. Et puis Clara, comment s'est passé pour toi alors aussi le début de cette expérience? Je pense que ça a été dit, c'est-à-dire forme d'espoir, de se dire on est là, on a rencontré des gens super chouettes aussi. Euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes autour de vous? Quelle était la moyenne d'âge des participants? il y avait beaucoup de jeunes, mais beaucoup de moins jeunes aussi. Ça, c'était beaucoup de moins jeunes aussi, des personnes qui n'avaient pas forcément de condition physique, dont on aurait pensé qu'ils seraient là, mais ils étaient là. Et il y a même une dame qui était avec moi dans l'avion, elle me dit, elle a beaucoup de problèmes d'eau, beaucoup de problèmes de santé et tout, mais elle a dit, mais moi je mets ça de côté, mais je le referai, je le referai, je le referai, quoi. Donc c'était beau. Laura et Clara, qu'est-ce que ça va changer finalement à votre avenir, cette expérience? Moi, je pense que ce que ça a changé pour moi, c'est de voir qu'en fait, il y a beaucoup d'humanité chez les gens, mais que malheureusement, c'est pas ceux qui décident, mais qu'en fait, si on lance un appel, les gens y répondent. Et je pense que c'est quand même une forme un peu d'espoir pour la suite, parce qu'on va pas se mentir. Moi, je vois la suite de ce monde et je me dis, bah super. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a du populisme, enfin, il y a tellement de choses et on est tellement peu. Et j'avais l'impression, c'est ce que je me disais, parce que dans un quotidien, on est seul en fait et on se dit, mais on est trop peu face à l'énormité de ce qui se passe partout. Et là, en fait, je me dis, bah en fait, on n'est pas si peu que ça. En fait, on est beaucoup et il y a quand même une puissance dans cette force. Et ça, moi, j'avais besoin de voir ça. Merci Laura, j'aimerais revenir à Sophie avec sa grande expérience de l'humanitaire. Comment est-ce que tu as vécu cette aventure? Alors, moi, je pense que c'était important euh, de montrer au monde qu'il y a des milliers d'humains qui se réunissent pour défendre des valeurs humaines. Des gens qui littéralement venaient de partout. Ça veut dire que c'est des valeurs universelles. Tout le monde les comprend très bien, ces valeurs. Ça, c'est un premier pas. Après, je vois ça comme des processus. Je comprends très bien que certains aient pu avoir de l'impatience ou parce qu'ils ont l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. Mais je trouve intéressant parce qu'il y avait le petit-fils de Nelson Mandela qui était présent. Euh, et je me suis dit, eh bien, Nelson Mandela, il a été emprisonné 30 ans. Donc, et à la libération, il a fait une transition pacifique. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut pas voir ça comme la marche, ça fait partie d'un processus global. Et, et si d'un côté ça marche pas, eh ben on va le faire autrement ailleurs, et on va le faire ailleurs, et on va le faire ailleurs, et on va le faire ailleurs. Donc, ce qui était beau, je pense, c'est de voir qu'il y a un mouvement citoyen universel qui partage les mêmes valeurs au-delà de la religion, au-delà de la nationalité, au-delà de tout ça, ça c'est positif. Après, il faut être conscient que c'est un processus, qu'on se bat contre des puissants qui ont beaucoup de moyens à leur disposition, que nous n'avons pas en tant que simples citoyens, mais on a la force du nombre. Et je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les manifestations réunissent de plus en plus, elles se sont essoufflées un moment, mais là, quand j'ai vu la manifestation à La Haye, 100 000 personnes, il y en a une à Berne samedi, enfin, je pense que c'est cet élan mondial et je pense je peux pas dire à court terme, mais je suis sûre qu'à moyen ou long terme, euh, c'est ça qui va gagner. C'est ça qui va gagner. Donc, je pense que c'est positif, même si en tant que tel, on a été un peu coupé dans notre élan. Est-ce que tu as senti au sein de la population égyptienne qui t'a entouré une forme de sympathie ou de soutien indicible du peuple égyptien à votre présence? Oui, alors en tout cas au checkpoint, il y avait des camions qui passaient, tout le monde nous saluait, tout le monde faisait bravo, bravo.
Donc on sentait que la population, enfin les camionneurs, et on sentait qu'il y avait le soutien. Moi, je l'ai aussi senti assez fort à l'hôtel. Pas tout le monde a senti la même chose. D'autres ont plutôt senti la surveillance. Mais en tout cas, nous, moi, j'étais dans une sorte d'auberge de jeunesse. J'ai senti beaucoup de gentillesse. Après, j'ai rencontré aussi des Égyptiens, disons, qui avaient été des militants aussi à l'époque du printemps arabe, qui évidemment m'ont dit qu'ils soutenaient la marche, etc., mais qu'eux, ils risquaient gros, qu'ils ne pouvaient pas venir avec nous et tout, parce que nous, on est expulsés, mais eux, ils peuvent avoir 10 ans de prison pour ça. Donc, de la part de la population égyptienne, je pense qu'il y a eu beaucoup de signaux de sympathie. Après, bah, évidemment, ils sont muselés, ils peuvent pas manifester, ils peuvent pas le dire clairement, mais en tout cas, j'ai senti cet appui, ce soutien. Sophie, toi qui as œuvré dans de nombreux pays en crise, en guerre, quelle serait pour toi une réponse ou une solution pour mettre fin à ce génocide, Bah, à évidemment, ça serait part des la marche changements. de la non-violence? Idéalement, évidemment, ça serait des changements au sein des gouvernements, c'est-à-dire la chute du gouvernement Trump et Netanyahou, ça, ce serait ça la solution. Je dis pas que ça serait tôt après, mais en tout cas, ça ouvrirait la porte à de nouvelles perspectives, parce que je pense pas que les protagonistes de l'affaire écoutent la vie des populations mondiales. Et puis, ça viendra aussi d'une révolte des Israéliens eux-mêmes, parce que c'est finalement eux qui détiennent la clé de leurs politiciens. Donc, je pense que c'est eux qui doivent. Ils ont commencé à descendre dans la rue et tout, mais maintenant, tu vois, justement, avec ce qui se passe en Iran, les gens ont peur. Donc, c'est aussi une manière de faire taire les protestations qui étaient en train de s'amplifier en Israël. Et bien maintenant, avec ils sont sous des bombes, eh ben, évidemment, ça coupe aussi tout élan. Je pense que la solution, elle vient d'abord de chez eux, mais ça ne veut pas dire que nous, citoyens du monde, avons rien, mais c'est quand même des solutions politiques qu'il faut trouver. Et nous, on n'a pas la solution politique. Moi, j'avais une Et question pour toi, Clara. Est-ce que tu crois toujours, après cette expérience en Égypte, est-ce que tu crois toujours au pouvoir souverain de l'individu? je crois que j'y croyais déjà pas beaucoup avant de partir. L'action individuelle, je peux pas dire que j'y crois, non. Mais je veux pas être pessimiste, mais j'y crois pas fort. Vous vous sentez seul en Suisse ou dans votre entourage parmi d'autres jeunes, ou bien il y a un vrai, une vraie prise de conscience de la jeunesse pour des problématiques telles que celles des Palestiniens? Non, non, la jeunesse, elle est là. Après, c'est des bulles aussi. C'est-à-dire que en général, on a un entourage qui nous ressemble. Donc, moi, je parle pour les jeunes qui m'entourent, mais je peux pas être en mesure d'affirmer que c'est la plupart de Genève ou de Suisse. Dernière question, peut-être pour toi, Sophie. Sais-tu si le CICR opère toujours aujourd'hui à Gaza ou est lui aussi entravé dans son action humanitaire? Il est entravé, il opère toujours à Gaza. Il y a 3 semaines, deux collaborateurs qui ont été tués, hein, dans un bombardement. Euh, il y a régulièrement il y a tous les volontaires du Croissant Rouge palestinien avec lesquels on travaille. Je ne sais pas à combien de morts on est, mais en tout cas une vingtaine. Donc oui, on est sur le terrain. On a les mêmes problèmes que toutes les autres organisations humanitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rentrer du matériel, on peut pas, voilà, on a exactement les mêmes difficultés que tout le monde. Mais oui, le CICR est à Gaza, comme MSF d'ailleurs, comme, je sais pas les autres, mais bon, l'UNRWA, je sais qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais les humanitaires sont là, mais le problème, c'est ce blocus. Les camions sont là. Donc,
tout est là pour aider la population palestinienne. Et ce qu'il n'y a pas, c'est la volonté politique de laisser rentrer cette aide humanitaire. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Mais en même temps, il y a des marcheurs qui viennent du monde entier pour essayer, par leur énergie et leurs bonnes intentions, il faut croire aux forces finalement de l'amour en action pour dégeler des cœurs de pierre. Moi, j'y crois beaucoup personnellement et je vous remercie les unes et les autres, Sophie, Clara, Laura et tous les autres marcheurs pour Gaza, d'avoir fait ce mouvement vers la vie. Même s'il a été avorté, je crois que si l'action a été interrompue, votre intention et cet élan de solidarité, eux, continuent à se déployer en route vers leur destination et qui est celle du peuple palestinien. On va clôturer ici, mais je ne sais pas, vous avez peut-être envie de transmettre un petit message à nos auditeurs? Moi, je voulais juste te remercier toi, Isabelle, parce que je pense que c'est aussi hyper important d'en parler. Il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le 13, le jour où toute cette marche s'est passée, il y a eu aussi les attaques sur l'Iran. Il y a beaucoup, beaucoup de visibilité qui a été donnée à cet événement-là. Et ça, la marche a peu été relayée, peu été documentée. Donc, ce que tu fais aussi en nous demandant un peu des retours, c'est important. Ça permet que d'autres gens après puissent en entendre parler. Donc, c'est très chouette. Merci, merci Clara, ça me paraît tout naturel. Je pense que je voulais te remercier aussi parce que c'est ça, un des éléments qui a pesé sur pas mal de gens pour la marche, c'était que non seulement elle a été avortée, mais en plus peu documentée, donc ça faisait beaucoup de choses contre nous, donc c'est chouette de voir qu'en fait là, il y a un peu un retour là-dessus et que des médias commencent à s'y intéresser, donc merci. Je me joins aux remerciements. Je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est continuer, c'est pas se décourager, comprendre que c'est un processus, que chaque pierre compte, chaque pas compte, comme j'ai appris sur Compostelle, pas à pas, et que c'est ça le chemin, et que il faut continuer parce que c'est une question vraiment d'humanité. Euh, c'est vraiment, on en est là, on en est là, on en est à défendre les valeurs essentielles de l'humanité. Et si on le fait pas, alors tout sera permis. On ouvre la porte à tout. Et là, c'est vraiment le devoir de chacun à son niveau de faire quelque chose. Voilà. Merci Sophie. Donc merci beaucoup les unes et les autres d'avoir participé à cette opération de tous les espoirs. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour la suite. À bientôt, Isabelle. Merci, à bientôt, Isabelle. Merci. Merci.